je préfère parler de crise et non de conflit. D'abord, alors, c'est quoi exactement? En réalité, il faut revenir un petit peu en arrière. Il faut revenir au démantèlement de l'Union soviétique, il faut revenir à la chute du mur de Berlin, il faut revenir à l'ambition de Poutine, du président Poutine, d'avoir une force et d'assumer sa force et sa puissance dans l'Europe. Il faut aussi revenir à l'histoire pour dire aussi que le démantèlement de l'Union soviétique avec un peu le démantèlement économique dû au président Yeltsin, au président Gorbatchev avec la glasnost, ont fait que le président Poutine aujourd'hui veut reconstruire un peu cette muraille de sécurité qui est autour de son pays, qui est la Russie aujourd'hui. Alors, pour le président Poutine, ou pour la Russie de Poutine, l'aire ou l'espace d'intérêt stratégique pour la Russie et pour Poutine sont tout simplement l'Europe d'abord, l'Asie centrale ensuite, et enfin le Levant. Donc l'Asie centrale avec l'Iran, le Levant avec la Syrie. D'accord? Donc la présence. L'Afrique, pour ce qui nous concerne, l'Afrique n'est qu'une aire d'intérêt commun et non pas d'intérêt stratégique pour la Russie. Donc effectivement, ce qui se passe aujourd'hui aux frontières de la Russie, l'Ukraine. L'Ukraine est considérée d'abord par le président Poutine comme un pays qui n'est pas encore membre de l'OTAN, mais qui pourrait l'être à un temps T et qui pourrait menacer directement sa sécurité, vu qu'il sera membre de l'OTAN. Donc, petit à petit, Poutine, pour affirmer sa puissance et sa présence, ou la présence de la Russie en Europe, est en train de gagner des espaces. Par morceaux. On appelle ça une stratégie par morceaux. Il a commencé en 2014 en annexant la Crimée, tout à fait, en annexant la Crimée, et il avait profité à ce moment-là de la révolution orange qui était en Ukraine. Donc, cela relève aussi d'une véritable stratégie qui a été mise en place dans les années 90, et qui s'appelle la stratégie Maskisnov, et qui consiste à faire ce qu'on appelle, en traduction c'est du camouflage, donc en fait à faire avancer des pions militaires tout en abordant la question diplomatique et la question de dialogue et de négociation diplomatique. Donc c'est toute une stratégie qui se met en place, et surtout qu'il essaye de prendre morceau par morceau les espaces qu'il a perdus. Alors effectivement, pourquoi le Donbass aujourd'hui? Pourquoi s'intéresse-t-il au Donbass? Et pourquoi particulièrement le Donbass? Tout simplement parce qu'il y a des minorités russophones, et donc automatiquement la Russie et le président Poutine s'intéressent beaucoup plus à ce qu'on appelle la défense des minorités russophones. Le Donbass est à majorité russophone, d'accord? Quel est l'autre intérêt du Donbass? Le Donbass va être le lien, ou le pont, la jonction entre la Crimée et le Donbass. Pourquoi? Parce que le Donbass donne accès à la mer d'Azov, et la mer d'Azov donne accès à la mer Noire. Donc, tout a un lien. La Crimée dans un premier temps, 8 ans après le Donbass, et petit à petit, il va aller, avec le temps, il va aller en profondeur, où il va essayer d'aller vers toute la région du Zaporozhia, d'accord, qui est constituée de beaucoup de minorités russophones. Plusieurs options. Pour ma part, et au vu un peu de la connaissance de l'environnement et du terrain, je me dis qu'il n'y aura pas de guerre profonde.
une guerre au sens militaire profond, pour une multitude de raisons. Premièrement, parce que l'Europe ne s'intéresse pas à s'engager dans une guerre avec la Russie, a beaucoup à perdre. De deux, une guerre profonde en essayant d'aller jusqu'à Kiev et de dépasser Kiev va un peu être coûteuse pour la Russie. Coûteuse sur le plan économique, mais coûteuse aussi sur le plan humain. Aujourd'hui, encore une fois, où la Russie, qu'on le veuille ou pas, a fait face à une situation économique difficile, mais également fait face à un déclin démographique. Et donc, une guerre profonde, armée, avec des membres de l'OTAN qui sont aux frontières de l'Ukraine, il me semble que c'est trop difficile, trop compliqué et trop coûteux. Il y a un autre élément que les stratèges ou que les experts militaires vous diront, c'est qu'une guerre qui s'annonce dans la région au printemps, parce qu'en fait nous sommes déjà au printemps, qui s'associe avec la fonte des glaces, d'accord, ou la fonte des neiges, ne peut pas servir le militaire avec tous ses équipements et avec un risque d'embourbement ou de tous ses chars et ses véhicules militaires. Donc il y a plusieurs facteurs qui font aujourd'hui que aller vers une guerre profonde et longue et coûteuse n'est pas dans l'intérêt de la Russie, n'est pas dans l'intérêt de l'Europe. Il est vrai que le 12 février dernier, les États-Unis, ou plutôt la Maison-Blanche, avaient alerté qu'il y allait avoir une guerre rapide. Absolument. Mais ça, c'était un rapport de la CIA qui disait ça. Mais en fait, de mon point de vue, les États-Unis ont plutôt brandi l'épouvantail de la peur et de la crainte pour alerter l'Europe, pour que l'Europe puisse réagir rapidement et se réveiller, et surtout justifier la présence future militaire américaine en mer Baltique. N'oublions pas, les États-Unis d'Amérique ont quitté l'Afghanistan. Les forces doivent être redéployées ailleurs. Les États-Unis ne peuvent pas garder leurs forces et faire revenir leurs forces à la maison. Elles doivent les redéployer ailleurs. Aujourd'hui, le prétexte est tout trouvé pour pouvoir redéployer ces forces-là dans la mer Baltique et avoir un contrôle de ces pays-là qui ne sont toujours pas membres de l'OTAN et qui ne sont toujours pas membres de l'espace européen à 100%. Donc, une guerre profonde, non, de mon point de vue. Par contre, il y a la deuxième option, et je pense que c'est celle-là qui est en train d'être adoptée par le président Poutine, c'est ce qu'on appelle le statu quo. Ni guerre, ni paix. Une tension permanente, d'accord, pour fragiliser l'Ukraine en particulier, mais aussi fragiliser l'Europe qui est aux frontières de l'Ukraine. Donc, ni guerre, ni paix, tout en maintenant le chaud et le froid et une tension permanente. N'oublions pas que toute la région du Donbass est en crise depuis plus de 8 ans. Donc, c'est une crise qui est là depuis un certain temps et où la Russie, où le président Poutine est impliqué directement par ses forces, d'accord, ses forces militaires, je dirais ses forces militaires soft, d'accord, pour pouvoir continuer à protéger, selon ses dires, à protéger ces communautés ou ces minorités russophones. Et donc, tout le prétexte a été trouvé pour pouvoir s'engager dans cette zone-là et récupérer une partie pour pouvoir la connecter avec la Crimée et pouvoir se réapproprier l'espace d'air ou l'air d'intérêt stratégique pour la Russie.
il va continuer à maintenir cette situation le temps qui lui est nécessaire. Il n'est pas pressé par le temps. L'offre de médiation, on l'a vu clairement, en termes d'image d'ailleurs, on l'a vu clairement lorsqu'il a reçu le président français et le président de l'Union européenne en exercice aujourd'hui, qui est le président Macron. Le message était clair, le message en termes d'image était clair, la distanciation autour de la table était claire. Il a considéré, le président Poutine a considéré le président Macron comme un teenager, comme un adolescent. Et donc, en fait, il est en train de faire un remake de ce que le président Trump a fait avec le président Macron, lorsque le président Macron venait juste de prendre le pouvoir en France, et que le président Trump considérait le président Macron comme un teenager. Donc aujourd'hui, le président Poutine est en train d'agir de la même manière. Et en fait, en termes d'image, il a donné une grosse claque à l'Europe, puisque le président Macron, qui est président d'exercice actuellement de l'Union européenne, s'est vu distancié. Mieux encore, rappelons-nous cette image-là, où le président Poutine a laissé le président Macron et s'en est allé. Et ça, c'est une gifle à l'Union européenne. Et cette image que le président Poutine veut laisser, que ça reste une puissance et qu'il faut compter avec la Russie. Et l'Europe ne peut pas ne pas compter avec la Russie, mais doit compter avec la Russie comme une puissance militaire. N'oublions pas que la Russie est la deuxième puissance militaire de la planète après les États-Unis d'Amérique, qu'on le veuille ou pas. C'est une réalité, elle est là. Économiquement, c'est un autre sujet, mais sur le plan militaire, c'est une puissance militaire et il veut l'affirmer, et bien l'affirmer, et montrer qu'il est conscient des choses et qu'il tient les rênes. Les sanctions dont parlent les Occidentaux, notamment les États-Unis d'Amérique ou l'Europe, auront beaucoup plus, encore une fois, un impact sur les partenaires de la Russie et les alliés de la Russie, beaucoup plus que sur la Russie elle-même. Parce que quel type de sanctions quel type de sanctions nous allons voir? Ce sont des sanctions purement liées à l'exportation ou à la vente d'équipements militaires à certains alliés. C'est beaucoup plus ça qui va être mis en avant et incontestablement risque d'affaiblir un tant soit peu la Russie dans ses aires et dans ses aires d'intérêt stratégique dont nous avons parlé tout à fait au début de l'émission, notamment en Asie centrale, donc, puisque la Russie soutient certains conflits de faible intensité en Asie centrale et au Levant, au niveau de l'Iran. N'oublions pas que, encore une fois, je le dis et j'insiste sur ça, la Russie soutient des conflits de faible intensité, mais ne peut pas aller vers des conflits de forte intensité qui sont des guerres, et par conséquent, toute sanction qui pourrait venir de l'Occident ne pourrait pas affecter de manière profonde que la Russie. Seulement, elle pourrait l'affecter sur le plan émotionnel, et donc forcément le président Poutine, émotionnellement parlant, risque de réagir de manière encore violente par rapport à ça, et risque de continuer à créer des turbulences un peu partout, comme il l'a toujours fait. Il continue à le faire, et en fait c'est rendre la monnaie de la pièce de cet embargo qui avait été mis en place par l'Occident en général, ou l'Europe et les États-Unis d'Amérique, et on pourrait encore voir une Russie qui va rendre encore la monnaie de la pièce s'il y a des sanctions qui sont mises en place par l'Occident. À cette option
ni guerre ni paix, à cette option de statu quo pour pouvoir vite, parce qu'il va le faire vite et assez rapidement, annexer le Donbass. Ça c'est clair. Il va vite l'annexer pendant qu'il y a absolument, il y a ce flottement et il n'y a pas de manœuvre. Il n'y a pas de manœuvre militaire de l'Europe aux frontières. Il n'y a pas de manœuvre. Donc il n'y a pas de vis-à-vis qui puisse le retenir de manière forte. Mais effectivement, vous l'avez si bien dit, cette crise de faible intensité pour le moment risque aussi de donner des idées à d'autres régions ou d'autres pays dans d'autres régions pour pouvoir continuer à s'engager ou à engager des crises de faible intensité. Et je pense particulièrement à notre région qui est celle du Sahel et de l'Afrique du Nord. Mais effectivement, le développement de la situation en Ukraine, va incontestablement impacter l'évolution des conflits de faible intensité qui sont dans d'autres régions, notamment dans notre région Sahel et Afrique du Nord, mais également dans la région du Levant et dans la région d'Asie centrale. Incontestablement. De manière directe, je ne pense pas. Nous ne sommes pas dans l'espace, d'accord. De manière indirecte, ça pourrait nous affecter un tout petit peu, compte tenu que nous devons prendre des positions fermes sur le plan diplomatique, vu que la Russie est plus qu'un partenaire stratégique de l'Algérie, est un allié de l'Algérie, a toujours été un allié de l'Algérie. Donc incontestablement, nous allons devoir prendre des positions par rapport à ce conflit ou à cette crise-là, et nous n'allons pas le faire au détriment de la Russie, incontestablement, mais également, n'oublions pas que nous avons aussi des intérêts avec l'Europe. Donc, quelle posture l'Algérie va-t-elle adopter? Je pense que ça va être encore une bonne posture diplomatique qui pourrait ménager les deux parties et éviter d'aller vers un conflit profond, donc un conflit de grande intensité. Je pense que c'est plutôt ça qu'un impact direct sur l'Algérie. Nous sommes loin de tout cela. Profiter de cette situation sur le plan économique, sur le plan commercial, hein, notamment pour la fourniture de gaz ou de pétrole, serait un peu compliqué à expliquer dans le détail, mais je vais tenter d'essayer de résumer la situation. N'oublions pas aussi que le président Poutine, au-delà de cette guerre ou cette crise de faible intensité qu'il est en train de développer qui se développe avec l'Ukraine, va continuer à maintenir cette guerre de 4e génération dans l'espace digital et donc continuer à affaiblir l'économie ukrainienne, d'accord, qui est déjà très affectée aujourd'hui. Donc tout le jeu va se jouer entre ce statu quo, d'accord, statu quo qui va continuer à alimenter cette fragilisation, hein, de la situation, mais également la guerre dans l'espace digital que le président Poutine ou que la Russie est en train de mener depuis un certain temps et continuera à mener. Donc, et vous voyez qu'aujourd'hui, on est en train de nous acheminer de plus en plus dans tous les conflits vers cette guerre de 4e génération ou cette guerre du digital. Alors, ayant dit cela, effectivement, n'oublions pas encore une fois que l'Algérie est un allié stratégique à la Russie. Vendre du gaz pour compléter, si l'on veut, le déficit qui pourrait arriver dans le cas où la Russie fermerait les vannes à l'Europe, qui d'ailleurs affecterait beaucoup plus l'Allemagne que la France, puisqu'aujourd'hui la France
que la consommation française ne constitue que 10, la consommation de gaz russe par la France ne constitue que 17%, et la consommation allemande du gaz russe constitue à peu près 55%. Donc c'est beaucoup plus l'Allemagne qui sera affectée. Alors, est-ce que l'Algérie va rentrer dans ce jeu-là? À mon avis, c'est très complexe et ne va pas mettre dans une position inconfortable la Russie, d'autant plus que l'Algérie a des engagements vis-à-vis de ses partenaires immédiats et a des engagements vis-à-vis de ses partenaires occidentaux et non occidentaux, mais aussi des engagements avec son partenaire russe qui est son partenaire stratégique et un allié stratégique. Par contre, effectivement, cette situation permet cette envolée des prix du pétrole sur le marché pétrolier. Et comme le disent les experts financiers et pétroliers, ils vous diront toujours que les facteurs exogènes sont ceux-là qui permettent la fluctuation des prix sur le marché mondial. Et donc, plus il y a des facteurs exogènes tels que cette crise, les prix vont augmenter et continueront à augmenter. Mais cela n'affecte pas uniquement l'Algérie, cela affecte également la Russie, puisque la Russie est un producteur de gaz et de pétrole, et donc incontestablement, le fait de maintenir une situation de statu quo, encore une fois, c'est maintenir cette fluctuation statu quo avec de temps en temps des relents de tension et qui permettront à ces prix de remonter au fur et à mesure et permettre à la Russie d'en tirer les dividendes. Donc effectivement, nous tirons les dividendes de cela. À terme, comme disent les experts pétroliers, nous tirerons les dividendes à terme de cela, mais dans l'immédiat, je ne pense pas que l'Algérie va jouer à ce jeu-là de pouvoir compléter ou faire face, ou plutôt combler le déficit qui pourrait arriver dans le cas où la Russie fermerait les vannes à l'Europe en termes de gaz.